Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise 11e édition. Se lancer dans la restauration nécessite de se poser au préalable un certain nombre de questions. Il faut se professionnaliser, se former, identifier son concept, définir ses besoins, recruter du personnel, gérer son entreprise, se faire connaître, communiquer auprès de ses clients et s'entourer de personnes qui maîtrisent les différents aspects de la profession. C'est pour vous permettre d'y voir plus clair que nous allons découvrir ensemble les facteurs clés de succès lors de l'ouverture d'un restaurant, grâce à l'intervention de Monsieur Christophe Thirier, président de l'UMI-Moselle, qui est la première organisation professionnelle des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, traiteurs et exploitants d'établissements de nuit, qui est avec nous et que je remercie vivement pour sa participation. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran, dans les deux petites bulles, et nous traiterons vos questions à l'issue de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CNA. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Christophe Thirier. C'est à vous. Bonjour. Tout d'abord, je suis très heureux et ravi. Merci de m'avoir invité afin de présenter ces facteurs clés de succès lors de l'ouverture d'un restaurant. Si vous êtes là, c'est déjà que vous avez décidé de participer au rayonnement de la France. Parce que ouvrir un restaurant, au même titre que l'histoire ou que la culture, ça représente la gastronomie, l'hospitalité, et c'est ce qui est connu et ce qui représente la France au niveau international. Donc, moi, je suis le président de l'UMI, qui est, comme l'a dit Isabelle, la plus grosse fédération des hôteliers restaurateurs françaises. Ici, en Moselle, on est dans la 30e à peu près en termes de nombre. Et à titre personnel, j'ai créé et je co-dirige une entreprise qui possède aujourd'hui et qui a développé une dizaine d'hôtels et 2 restaurants principalement dans le Grand Est. Donc, c'est des sujets qui m'apportent et si je peux vous apporter aujourd'hui des éléments qui vous permettront en tout cas de faire attention à certains points, c'est mon objectif. Alors j'ai 30 minutes, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que en réalité, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai déjà Carole qui me regarde et qui me dit attention, ne dépassez pas. Le premier élément pour être restaurateur, c'est d'être un véritable couteau suisse. Il va falloir avoir des compétences à la fois en gestion, en management, en communication et bien sûr également en technique, puisque c'est soit il faut participer et travailler en salle, et ça nécessite de la technicité, ou en cuisine, où on a plus l'habitude de le savoir. Pour commencer, avant de se lancer, il faut toujours faire un point. Prendre le temps, s'arrêter et réfléchir avant de faire son ouverture et déterminer une sorte de checklist qui va vous permettre de rien oublier. Le pire, c'est de se lancer et qu'il vous manque des éléments, puisque une fois que vous allez être, on dit, la tête dans le guidon, ça va être compliqué de revenir en arrière et de penser à des choses qui vont vous prendre 2 fois plus de temps. Donc, n'hésitez pas à faire une checklist de tous les éléments déterminants sans lesquels il faut, à mon avis, ne pas ouvrir. Vous avez notamment toute la partie administrative. Il faut obtenir les autorisations nécessaires. Vous avez des autorisations, par exemple, d'urbanisme. L'urbanisme, c'est les enseignes, ou le RP. Le RP, c'est les établissements qui reçoivent du public, et c'est le cas pour nos restaurants, pour obtenir le certificat qui vous permettra d'ouvrir. Donc, c'est des choses qui s'anticipent. Il faut le prévoir en amont. Vous avez aussi l'ensemble des formations obligatoires, notamment l'hygiène ou le droit d'exploiter une licence, c'est-à-dire de vendre de l'alcool, qui est nécessaire d'avoir obtenu avant l'ouverture. Et puis, si vous voulez embaucher des apprentis, il faut aussi se former au droit de former, qui vous permettra d'accueillir un apprenti. Se former, se perfectionner, c'est vrai pour les apprentis, mais c'est vrai aussi pour vous. On n'est pas des sachants dans tous les domaines.
Et il faut avoir assez d'humilité pour se dire, ben là, je suis un petit peu juste et je dois me former. Ça peut être sur la gestion, ça peut être sur la cuisine, ça peut être aussi sur le management. C'est très, très rare qu'on ait les compétences en fait sur l'ensemble des éléments. Donc, s'il nous manque quelque chose, il ne faut pas hésiter à faire les démarches auprès de la chambre de commerce, par exemple, pour trouver les formations adéquates qui vous permettront de gagner du temps et surtout de ne pas glisser vers une période de l'ouverture où vous allez vous retrouver confronté à des difficultés sans pouvoir trouver les solutions. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut donc savoir identifier ses faiblesses ou plutôt ses points d'amélioration et puis se donner les moyens d'atteindre le niveau nécessaire pour que tout se passe bien. Et plus vous allez anticiper, plus votre ouverture se passera dans de meilleures conditions. Ne laissez rien au hasard. À titre d'exemple, le concept. Le concept qui est quelque chose d'important, vous avez des dizaines de concepts en restauration. Vous pouvez faire une brasserie, vous pouvez faire une trattoria italienne, vous pouvez faire un restaurant à thème, style Hard Rock Café par exemple. Ça veut dire qu'il va falloir gérer, adapter sa cuisine par rapport au thème et adapter aussi sa décoration. La cohérence entre le thème que vous allez choisir et puis la réalité de votre établissement va être un élément déterminant. Il va bien sûr falloir une âme, celle que vous-même vous allez apporter, soit dans votre cuisine, soit dans votre salle, et puis trouver une équipe qui va pouvoir suivre cette âme que vous avez envie de faire passer. Vous avez une possibilité aussi, quelquefois, de vous faire accompagner par une franchise. Une franchise, c'est les normes qui vous sont données, le cadre qui vous est donné et qui est quelquefois plus facile à élaborer en termes de première ouverture. C'est différent qu'un thème que vous aurez construit vous-même et qui sera original, mais ça peut être aussi une des solutions pour vous aider à réussir sur cette ouverture. Une fois que vous avez défini votre concept, il va falloir en toute cohérence déterminer la carte. La carte, elle est primordiale à plusieurs titres. La première, c'est que vous allez faire des plats qu'il va falloir maîtriser. Parce que dans la restauration, les gens qui viennent chez vous, ils cherchent à ce que ça soit bon quand eux, ils viennent. Ça va vous nécessiter d'avoir forcément le besoin d'être constant sur la réalisation. Et donc, il faut absolument choisir des plats que vous pourrez refaire avec la même qualité, et ça tous les jours. L'approvisionnement dans votre carte va être aussi important. Il faut absolument ne pas choisir des produits ou de la matière première qui est compliquée à trouver, parce que ça fait et ça oblige à modifier la carte sans cesse, à moins que vous choisissiez dans votre concept de faire des plats qui soient uniquement des plats avec les denrées qu'on trouve au marché. Je connais des restaurants comme ça marche aussi. C'est plus compliqué, ça nécessite une vraie organisation, mais c'est aussi possible. Vous pouvez labelliser. Vous savez qu'ici, on a un label en Moselle qui s'appelle label qualité Moselle, qui, dans certains cas, si vous utilisez des produits dans le cadre de circuits courts, ce qui plaît beaucoup aux consommateurs, avec des producteurs locaux, vous pouvez vous faire labelliser. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans votre concept parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui vous permettra de vous différencier et en tout cas d'être remarqué par les clients qui verront votre établissement ou votre carte. Cohérence, constance. Une fois que vous avez décidé ça, vous s'offre à vous plusieurs possibilités, soit la création, soit le rachat d'un fonds de commerce, soit également le rachat d'une société. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes conséquences et il faut absolument, dans ces deux cas, notamment rachat de fonds de commerce et rachat de société, se faire accompagner afin de s'assurer qu'on a pris toutes les dispositions et toutes les précautions nécessaires pour ne pas avoir de mauvaises surprises et s'assurer que les garanties nécessaires par rapport à votre vendeur ont bien été prises. Derrière ça, une fois que vous avez maintenant votre concept,
votre société, votre local, il va falloir contrôler ou acheter du matériel. Ce matériel, il est très important puisque il va être organisé dans la cuisine en fonction de l'ergonomie, en fonction de la cuisine que vous voulez réaliser, et aussi en fonction de l'équipe. S'il est neuf, vous pouvez vous faire accompagner par des cuisinistes spécialisés qui vont vous faire des plans, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, avec des éléments importants aujourd'hui, encore plus importants, qui est notamment l'énergie. Vous avez du matériel électrique plus ou moins énergivore, quelquefois un petit peu plus cher, mais qui permet de faire des économies. C'est des calculs à faire afin de s'assurer que ça correspond à la fois à vos besoins. Il ne faut pas se faire trop plaisir et acheter des choses qui sont magnifiques. Une cuisine, hein, ça peut aller de 30 000 € avec du matériel d'occasion jusqu'à 350 000 € avec du matériel haut de gamme. Donc, il faut obtenir des équipements qui correspondent à vos besoins. Si c'est de l'occasion, si vous rachetez un fonds de commerce, vérifiez toujours que le matériel a été bien entretenu, que le suivi a été réalisé par votre vendeur, et puis vérifier l'état et, si possible, vérifier même que ça fonctionne. Donc, passer 1 ou 2 jours dans la cuisine afin de voir et de s'assurer que tout est bien en bon état, parce que, comme je le disais, ça peut coûter cher. Et dans un plan de financement, s'il manque 1 ou 2 éléments essentiels, ça peut tout de suite devenir cauchemar en cuisine. L'équipement, une fois qu'on a tout ça, on a le financement. Il va falloir financer tout ce qu'on a et tout ce qu'on doit mettre en œuvre, son concept, le matériel, la vaisselle, etc. Et donc, on va voir notre partenaire qui est le banquier. Et ça doit être un véritable partenaire. Il doit vous aider à établir et à monter un financement en termes de taux, en termes de durée, en sachant que généralement un fonds de commerce, on est plutôt sur une durée de 7 ans, mais également toutes les conditions du prêt et du fonctionnement que vous allez avoir avec eux. En effet, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté, mais les commissions qui sont les commissions d'engagement ou les commissions de paiement par rapport au paiement encaissé en carte bleue, les taux peuvent différer d'une banque à l'autre, le prix d'un virement à un fournisseur, etc. Donc, quelquefois, on choisit rapidement le meilleur taux parce qu'on se dit que c'est là que se fait la différence, mais il faut quelquefois mieux payer 2 points, 0,2% de plus sur la durée et avoir des très bonnes conditions sur le contrat bancaire du quotidien avec votre partenaire. Il faut aussi regarder quel type de garantie ils vont prendre. Vous avez des garanties qui sont des garanties un peu différentes en fonction si vous allez être propriétaire ou pas. Si vous êtes propriétaire, vous aurez probablement une hypothèque sur le bien que vous allez occupé. Si vous n'êtes que locataire, à ce moment-là, vous aurez un nantissement. Le nantissement, c'est une garantie qui est prise sur la valeur de votre fonds de commerce et sur sa réalisation. Il va garantir les engagements de la banque. Derrière ça, souvent, vous allez avoir des cautions qui sont des cautions personnelles que la banque va vous demander. Donc, c'est un élément qui est déterminant. C'est difficile de vous dire aujourd'hui, il faut mieux l'éviter parce que c'est quelquefois obligatoire de s'engager personnellement. Mais en tout cas, regardez toujours et à fond ces conditions et surtout quelles seraient les conséquences s'il venait à y arriver une défaillance. Elle pourrait être de combien et ce combien qu'il faudrait rembourser à titre personnel à la banque vous mettrait dans quel type de situation. Encore une fois, il faut mieux prévoir et anticiper plutôt que subir. Une fois qu'on a tout ça, on est financé, on ouvre son restaurant, on a notre concept, tout va pour le mieux. Il nous faut recruter le personnel, le gérer et le fidéliser. On discutait hors antenne juste avant et c'est un des points essentiels qui ressort aujourd'hui, c'est de conserver et de fidéliser son équipe dans un marché du travail qui est délicat puisque on a toujours beaucoup d'offres disponibles et de moins en moins de candidats. C'est vrai pour nos métiers, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers. Donc, ça veut dire que
il faut être capable d'actionner tous les leviers qui nous permettent de recruter. Ce recrutement, il peut très bien venir par un réseau. Il faut ne pas hésiter à en parler autour de soi. Il faut aussi séduire. Ça veut dire que votre projet dont on a parlé avant et que vous maîtrisez, il faut savoir le vendre, il faut savoir le présenter et il faut savoir expliquer en fait à vos futurs équipiers où vous avez envie de les amener et comment vous allez y aller ensemble, puisque le sens, vous le savez, c'est un élément déterminant sur le choix d'une personne de rejoindre ou non un établissement ou une équipe. Bien sûr, une fois que vous avez vos équipes, il va falloir travailler sur l'organisation, sur la qualité de vie au travail, savoir quel jour vous allez fermer. Est-ce que vous voulez leur donner un jour? Est-ce que vous voulez leur donner est-ce que vous voulez fermer un jour, pardon? Est-ce qu'ils auront 2 jours de congé? Est-ce qu'ils auront 3 jours de congé? 2 jours et demi? Ce sont des éléments qui vont être importants. Fermez-vous le dimanche, restez-vous ouvert. Ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui vont aussi déterminer avec eux comment faire. Et il ne faut pas hésiter à en parler tous ensemble afin que le projet soit clairement identifié par vous de votre côté qui allez les manager, mais aussi par eux pour pas qu'ils ne soient déçus et vous quittent parce que c'est pas les choses qu'ils avaient prévues. Donc ce sont vraiment des éléments. Et puis une petite chose dont on a beaucoup parlé dans nos métiers, mais qui est essentielle aussi pour que les gens restent, c'est payer les heures supplémentaires que les gens réalisent. Malheureusement, souvent, il existe encore quelques restaurateurs qui ne règlent pas ces heures supplémentaires et on sait que c'est un des facteurs principaux pour que nos équipiers nous quittent. Une fois que vous avez donc votre carte, que les plats sont bons, vous avez votre équipe, il va falloir maintenant gérer. Alors, on n'en a pas parlé au démarrage, mais en effet, il faut préparer son business plan avec l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on estime devoir faire, qu'on estime pouvoir faire, mais aussi en face les charges, c'est-à-dire les dépenses qui vont faire en sorte que la différence entre les deux doit nous faire gagner de l'argent. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier. On est un dirigeant d'entreprise, on monte une entreprise, en bas de la page, il faut que le chiffre d'affaires soit supérieur aux charges et donc que le résultat soit positif. Alors peut-être pas la première année, il faut des fois être patient, chaque fois qu'on monte une entreprise, quelquefois il faut 1 an, quelquefois 2. En tout cas, encore une fois, là on va parler de conscience, il faut absolument une conscience de savoir si le business plan sera positif au bout d'1 an, au bout de 2 ans, pour pouvoir réagir si ça n'était pas le cas. La gestion en restauration, c'est un peu comme l'horlogerie. Vous avez des ratios. Ces ratios sont hyper importants et vous permettent de voir si rapidement vous êtes dans les clous ou si vous n'y êtes pas. Le plus connu, c'est le ratio des matières premières, hein, où on a un ratio qui doit se situer entre 26 et 30% en fonction de la catégorie de restaurants que vous allez ouvrir, 26 à 30% du chiffre d'affaires. Vous avez les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est 38 à 42%. Ce sont les 2 gros ratios qu'il faut absolument maîtriser. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui ont leur importance aussi. Et souvent, c'est des petites choses, mais qui peuvent faire la différence. Celui qui importe et qui crée souvent des dysfonctionnements, c'est la capacité et le pourcentage du chiffre d'affaires possible pour un loyer. On dit que un restaurant se gère très bien quand on a un loyer qui correspond entre 4 et 6% du chiffre d'affaires pour un restaurant traditionnel. Ça peut monter pour certains aux alentours de 8 à 11% quand on est sur de la restauration rapide. Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais après, les choses évoluent forcément en fonction de l'emplacement où vous allez vous situer, des investissements qu'il va falloir faire et du type de matériel que vous avez utilisé, avec une grosse attention particulière à avoir, bien sûr, sur ces ratios en ce moment, avec le coût de l'énergie. Si vous devez vous lancer demain,
vérifiez, notamment si vous avez racheté un fonds de commerce, vous savez que vous allez reprendre les contrats qui sont en cours, vérifiez quand votre contrat d'énergie arrive à échéance, et s'il arrive à échéance, regardez combien vous allez payer votre mégawatt et faites la différence entre ce que payait votre vendeur et ce que vous allez payer, car on a aujourd'hui quelques surprises en termes de coûts et de factures énergétiques qui peuvent être multipliés par 3, voire par 10 dans certains cas. Donc ça peut être un facteur rapide de défaillance, alors que tout le reste et tout le travail qu'on avait fait auparavant avait été préparé et bien fait. Reste un élément dont nous devons parler, c'est bien entendu la communication. La communication, il y a 2 phases. La première phase, c'est la phase d'ouverture. Qu'est-ce que je vais faire comme publicité? Avec quel support? Dois-je utiliser la presse? Si oui, laquelle? Dois-je uniquement me concentrer sur les réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Donc c'est la même chose qu'au début de l'intervention, c'est qu'il faut de la cohérence. Si votre clientèle est une clientèle plutôt quadra, alors à ce moment-là, travaillez avec Facebook. Si vous avez une clientèle que vous visez beaucoup plus jeune, à ce moment-là, travaillez plutôt avec Instagram, voire avec TikTok, qui est quand même le réseau social qui est en train de supplémenter tous les autres. Le message va aussi être important, la photo, les plats qu'on prend. Vous savez que sur les OTR comme TripAdvisor, où vous allez avoir des photos qui vont être mises par vos clients directement, qui n'ont pas tous le talent du magnifique photographe. Donc même si la photo leur plaît à eux, elle ne plaît pas forcément à un autre client qui va voir. Donc gérez vous-même vos photos, mettez toujours en avant ces photos que vous prendrez ou que vous ferez prendre par un professionnel, qui peut vraiment faire la différence sur la perception visuelle que vont avoir les clients de votre restaurant, mais aussi de vos plats. Attention au temps que ça prend. Souvent, c'est quelque chose qu'on néglige et on se dit je vais mettre sur les réseaux sociaux, ça va prendre 2 minutes. C'est pas vrai du tout. Comme chaque chose qu'on fait, ça prend du temps et ça nécessite de la compétence et du professionnalisme. Et vous allez voir que plusieurs réseaux à entretenir prennent quelquefois jusqu'à une demi-heure, 1 heure par jour. Et autant quand on est en train de monter son restaurant et qu'on l'imagine ou qu'on le fait à titre personnel, on peut penser que ça va vite, mais n'oubliez pas qu'on va être multicompétent et qu'on va devoir s'occuper de plein de choses. Et cette communication est souvent à un moment le parent pauvre, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, que c'est plus important d'aller acheter ces denrées ou de se les faire livrer, de les commander, de gérer la facturation, etc., etc. Et puis on se retrouve dans une situation où on oublie, alors que c'est primordial pour réussir une ouverture et aussi pour maintenir l'activité au fur et à mesure du temps. Beaucoup de choses. Comment faire? La première, c'est se faire aider, et on a le syndicat, donc l'UMI dont on parlait, qui est le syndicat des professionnels. Ici en Moselle, nous avons 2 personnes qui sont en permanence, le secrétaire général et notre secrétaire, plus une personne qui s'occupe de la communication, qui sont à même de vous répondre sur énormément de questions liées à la réglementation, liées aux modifications quasiment permanentes que nous voyons chaque jour, en termes de lois, en termes de règles, en termes d'énormément de choses. Donc le syndicat, il est spécifiquement pour le restaurateur, le cafetier, le traiteur. Donc c'est souvent lui qui vous donne des informations, et des informations qui sont justes, qui sont vérifiées, et ça vous fait gagner un temps fou par rapport au temps que vous allez chercher sur Internet, dont vous n'êtes pas sûr en plus de la fiabilité des informations que vous allez aller chercher. Vous avez les chambres consulaires, la chambre de commerce et de l'industrie de la Moselle et de la métropole, avec des services souvent multicompétents, qu'on connaît pas beaucoup, mais qui valent la peine. On a
notamment des services qui aident à la création d'entreprises, mais aussi à son suivi dans ses premières années et qui sont une assistance à l'entrepreneur avec forcément de l'expérience, des connaissances, parce qu'ils auront aidé à ouvrir d'autres restaurants et qui peuvent vous apporter énormément de biens dans des périodes qui seront des périodes grisantes, mais qui peuvent être aussi quelquefois difficiles. Et puis, vous avez votre comptable ou votre expert comptable qui connaîtra, lui, et vous aidera sur la constitution et le type de société, qui vous aidera sur l'organisation que vous devez avoir dans votre facturation, le paiement de vos fournisseurs, et qui tiendra avec vous les tableaux de bord qui vous permettront surtout de suivre votre activité au fur et à mesure et de savoir où vous vous situez par rapport à votre business plan, en avance, en retard, et quel correctif vous pourrez apporter. Voilà, j'ai abordé très rapidement le maximum de sujets en espérant ne pas avoir été trop confus. Je voudrais terminer par un élément dont on oublie et quelquefois par pudeur on n'ose pas parler, qui est la solitude avec un S majuscule du chef d'entreprise. Souvent, on a la tête dans le guidon, on doit prendre des décisions et puis on est confronté à cette solitude, c'est-à-dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et qui procure énormément de stress. Donc pour contrôler en fait ces éléments, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de s'associer. Il y a des associations, quelquefois c'est compliqué, mais ça peut aussi apporter une réflexion commune et puis une façon de se soutenir si les choses sont un peu tendues pour l'un. C'est rare d'être tendu ensemble. Vous avez les réseaux de chefs d'entreprise, souvent avec des conférences et qui vous permettent de rencontrer des mondes, de se faire des amis qui sont souvent dans la même situation que vous, pas forcément dans la restauration, mais qui ont monté leur entreprise et qui peuvent vous apporter des conseils par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre au quotidien. Et puis, enfin, si vous en avez la capacité, c'est avec ces chefs d'entreprise de faire une sorte de petit réseau, comme une sorte de petit conseil d'administration de 2 ou 3 personnes où vous allez expliquer une fois tous les 2 mois votre stratégie, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez bien fait, comment ils le feraient, afin qu'ils puissent vous apporter un regard, pas un jugement, mais peut-être des conseils, ou en tout cas sur comment est leur vision et qu'est-ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qu'ils ne feraient pas. Dans ce petit conseil d'administration, prenez des connaissances, des gens en qui vous avez confiance, mais pas d'amis. Parce que souvent, l'ami, il n'ose pas vous dire « Oh là là, ton plat, il était pas bon et moi, je le sens pas du tout, ça va pas dans le concept de ton restaurant, etc. » Prenez des gens qui sont d'extérieur et c'est pour ça que les réseaux de chefs d'entreprise est souvent une solution. Voilà, j'espère vous avoir éclairé au maximum sur les facteurs clés, ou en tout cas qui nécessitent votre attention pour réussir l'ouverture de votre restaurant. Il est 29h30, j'ai été pile poil dans le time. Bravo. Merci de votre attention. C'est toujours moi qui suis. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation claire et complète. Nous allons maintenant passer à vos questions. Alors, première question, Christophe. Est-ce que je dois être obligatoirement restaurateur professionnel, avoir suivi une formation spécifique pour ouvrir un restaurant? Alors, il n'y a pas, comme chez les coiffeurs, par exemple, une capacité qui est obligatoire. Demain, vous pouvez ouvrir un restaurant. En revanche, vous devez obtenir les formations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les formations sur l'hygiène, des formations sur le permis d'exploiter ou le permis de former.
mais vous pouvez, en étant autodidacte complètement et venant d'une autre profession, ouvrir votre restaurant. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il est important de se professionnaliser et ne pas hésiter de prendre des cours si nécessaire dans les domaines qui vous manquent. Si vous n'êtes pas restaurateur de formation, vous avez des UFA ou Pôle emploi qui proposent des stages d'immersion ou d'insertion dans des entreprises qui vous permettront peut-être d'affiner vos connaissances et votre compétence. Voilà, Isabelle. Alors, existe-t-il des plateformes Internet ou d'autres permettant de mettre en relation des entrepreneurs et du personnel si l'on souhaite ouvrir un restaurant et que l'on cherche par exemple un cuisinier ou un serveur? Vers qui me tourner? Écoutez, vers qui se tourner? Le premier organisme et le plus connu, c'est Pôle emploi, qui rencontre les mêmes difficultés que les professions rencontrent, c'est-à-dire ils sont en pénurie de candidats, donc c'est plus compliqué. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même des dispositifs et des formations qui leur permettent de capter aussi des personnes qui n'étaient pas forcément de la profession, mais qui ont envie. Alors, parce qu'on parle souvent de ceux qui sont partis, mais on a beaucoup de gens aussi qui veulent rejoindre notre profession par passion, parce que c'est un métier, quand on cuisine et quand on aime ça, on a aussi envie de le faire partager. Et eux, ils permettent de mettre en relation ces personnes avec des dispositifs qui leur permettra de se former pour intégrer. Derrière, on a des réseaux traditionnels de recherche qui sont les sites spécialisés sur l'emploi. Et puis le troisième élément, c'est forcément son réseau, c'est le bouche à oreille, c'est des amis restaurateurs, c'est les réseaux d'entreprise pour faire savoir et surtout bien présenter son concept. Et qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'un autre restaurateur lors de votre ouverture qui va donner envie aux gens de travailler avec vous. Mais il n'y a pas de recette miracle. Alors, toujours sur l'emploi, j'ouvre mon restaurant, je n'ai toujours pas trouvé de personnel. Est-ce que je peux aller à l'étranger recruter des personnes qualifiées et est-ce qu'il existe des organismes qui peuvent m'accompagner? Alors oui, alors il y a deux types de personnel, on va dire étranger. Il y a celui qui est issu de la communauté européenne et donc qui peut venir travailler en France, un Italien, un Espagnol, un Portugais, un Polonais, voilà, qui ont la capacité de venir travailler chez nous. Il faut, dans ces conditions, vous le savez, le payer aux conditions françaises, dans le cadre de la loi française, c'est un élément déterminant. Et puis, vous avez une autre catégorie dont on parle plus souvent ces derniers temps, c'est qui sont issus de l'immigration. Et l'UMI pousse depuis plusieurs mois, voire quelques années, de la possibilité de obtenir pour eux un droit au travail avant d'avoir une naturalisation qui permettra, à notre sens, de leur permettre de s'intégrer mieux et puis surtout de répondre à un besoin qui est celui des entreprises, et y compris les restaurateurs, de trouver de la main-d'œuvre. Donc, on peut embaucher dans certaines conditions. Si c'est des gens qui sont issus de l'immigration autre que l'Europe, il faut s'assurer en fait que l'ensemble des papiers soient en règle. Donc, on peut vous donner des éléments au syndicat, mais aussi la préfecture vous expliquera comment ça fonctionne. C'est un élément qui avance dans le bon sens. Vous avez peut-être entendu dans l'actualité les propositions du gouvernement pour accélérer en fait cette facilitation d'obtenir des cartes de travail pour des demandeurs d'asile. Alors après, il faut s'adapter pour une question de langue aussi. Hein. C'est pas forcément facile si la personne parle pas français. Souvent, il parle anglais. Donc, si vous avez vous-même la capacité de parler l'anglais, ça permet aussi quand même de faciliter. Mais on a de très très belles surprises. Hein. Je rappelle que le jeune homme qui avait gagné en cuisine l'année dernière
le concours du meilleur apprenti était issu de l'immigration. Un an avant, ou un an et demi avant, il parlait à peine français. Et quand il a gagné sur la partie pratique, mais il avait gagné surtout sur la partie théorique. Et c'est quand même sympa à saluer. On a vraiment de belles personnes dans cette catégorie et il faut savoir les accueillir. Et l'hôtellerie-restauration a toujours été un métier d'inclusion et donc je vois pas pourquoi ça changerait et on est très favorable à ces situations. Concernant le matériel, je reprends un restaurant, je dois vérifier que le matériel est en bon état, mais bon, je ne suis pas plus spécialiste que ça. Est-ce que déjà il existe des entreprises qui peuvent m'accompagner et réaliser un diagnostic? Et ensuite, que ce soit pour une création ou pour une reprise, est-ce qu'il existe donc une liste de fournisseurs professionnels, de magasins que vous pourriez recommander? Comment je fais pour ce matériel? Et qui peut aussi m'aider à agencer ma cuisine correctement? Alors, je le disais, quand je parlais de cuisiniste, il s'agissait bien de cuisinistes professionnels. Donc, il y a plusieurs enseignes dont on pourra assez facilement vous donner les noms, qui sont des spécialistes et qui peuvent eux-mêmes aussi réaliser des diagnostics, c'est-à-dire que vous allez en rencontrer peut-être 2 ou 3, et en fonction de l'appétence que vous allez avoir à travailler avec l'un ou avec l'autre, il vous aidera à la fois à reconstituer la cuisine telle que vous la souhaitez, mais aussi à regarder et à diagnostiquer l'état dans lequel se situe ce que vous allez racheter. Donc, alors, il y a probablement des professionnels qui sont susceptibles de faire un diagnostic très précis. Je n'en connais pas, mais si vous appelez Agnès Laurent, qui est notre secrétaire générale à l'UMI, elle saura, probablement vous renseigner dans les meilleures conditions. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas être sachant de tout et il faut se faire accompagner et aider par les gens qui ont, eux, la compétence. Par contre, si je ne suis pas adhérent UMI et que je ne souhaite pas pour le moment y être, est-ce qu'on me donnera quand même l'information? Alors vous allez le devenir forcément quand vous verrez les avantages qu'il y a à adhérer à l'UMI. En plus, je plaisante, mais c'est je pense très important à plusieurs titres. Déjà, le syndicat apporte et renseigne des informations au quotidien et qui peuvent vous faire gagner un temps fou et largement l'argent que la cotisation vous fera dépenser. Derrière, le syndicat travaille non simplement à la défense des intérêts, mais aussi à la représentation. C'est le syndicat qui vous représente, vous, professionnels, auprès de la préfecture, donc de l'État, auprès des collectivités, que ce soit le département, que ce soit la métropole ou les communes dans lesquelles vous allez exercer, y compris les agences d'attractivité, c'est-à-dire ceux qui font la promotion de la destination et qui nous permet d'avoir des clients pour lesquels on siège. Donc, c'est important pour nous d'avoir le retour et le maximum de retours de professionnels. Aujourd'hui, on est à peu près 400 adhérents sur la Moselle. On pourrait être bien plus, parce que plus on est nombreux, plus on a les moyens aussi de vous représenter dans les meilleures conditions. Et puis, il y a quelques aides qui sont, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que dans votre restaurant, vous allez diffuser de la musique, et quand vous diffusez de la musique, vous payez une taxe à la SACEM, et quand vous adhérez à notre syndicat, vous avez une réduction de la SACEM de 28% qui couvre quasiment, pour certains, le coût de l'adhésion, sans compter que dans notre adhésion, vous avez en plus une défense juridique qui peut vous être très utile lorsque vous pouvez avoir un conflit, soit avec un client, soit avec un fournisseur, soit avec votre propriétaire ou dans le cadre prud'homal avec des employés. Donc, comme à chaque fois, c'est un investissement au début et on se dit on n'a pas très envie de le faire parce qu'on fait attention à toutes nos dépenses, mais sincèrement, avec l'engagement et le professionnalisme des équipes qui sont ici au bureau, vous les gagnerez et vous les gagnerez très vite.
Alors, votre intervention étant très intéressante, la question qui nous est posée, c'est: serez-vous présent au salon vendredi? Alors, au salon, En présentiel, Salon Go, toute la journée. eh bien, non. Malheureusement, j'avais plein de choses qui m'intéressaient vendredi, mais quand on est à la fois représentant syndical comme on l'est à l'UMI, on a aussi notre entreprise, je vous le disais, hein, je gère une dizaine d'hôtels et j'ai des engagements dans ma société vendredi qui me feront louper la, vendredi la séance en présentiel, mais aussi l'inauguration du show industrie qui m'intéressait énormément, qui est organisé par nos confrères de l'IUMM, qui est le syndicat de l'industrie. Et donc, je ne serai pas là, mais si vous voulez nous rencontrer, me joindre, je suis disponible. Il suffit d'appeler les bureaux à l'UMI et on vous organisera ça. Pour précision, les conseillers création seront présents au salon et sont tout à fait à même de répondre à vos questions. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation active. Vous pourrez retrouver cette visioconférence sur nos chaînes YouTube. Alors, n'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à des visioconférences sur des sujets très variés. Le programme est disponible sur le site www.salon-go.fr. Et bien sûr, vous pourrez rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 25 novembre dans les locaux de la CMA à Metz. Il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.